Chaque semaine, mes collègues et moi-même nous réunissons pour discuter de la prise en charge des patients qui souffrent de cancer de la prostate. Je m'appelle Laurent Welschlich, je suis oncologue médical et on va essayer de résumer un tout petit peu ensemble comment on s'occupe de nos patients qui souffrent de cancer de la prostate. Lorsqu'on est face à un patient qui a une suspicion de cancer de la prostate, comment est-ce qu'on pose le diagnostic ? Doctoresse Johanna Gariani, tu veux nous expliquer comment ça se passe? Avec grand plaisir. Donc, je suis médecin radiologue et j'interviens dans le début de la chaîne de la maladie, le cancer de la prostate. Donc, l'IRM est un examen qui permet une excellente visualisation de la prostate de par la résolution spatiale et l'excellent contraste des tissus. Il a un rôle multiple dans le cancer de la prostate qui va de la détection, la planification du traitement pour nos collègues qui prennent la prise en charge par la suite, dans ce qu'on appelle la surveillance active, et également si on suspecte que la maladie revient ou la récidive biochimique. Si on parle de la première étape dont a fait référence mon collègue, c'est la détection. La première imagerie qu'on va faire est une IRM dite multiparamétrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une IRM qui va avoir des différentes séquences qui vont être lues ensemble pour pouvoir donner un diagnostic si le patient, oui ou non, souffre d'un cancer de la prostate et quel est le stade de sa maladie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IRM est un examen qui n'est pas irradiant et avec une durée d'examen temps de table pour le patient d'environ 30 minutes qui reste tout à fait acceptable. Une fois qu'on a fait l'imagerie, on va détecter des lésions pour voir si oui ou non on a une autre suspicion de maladie. La suite va être nos collègues urologues qui vont utiliser nos images pour pouvoir cibler, faire une biopsie de ces lésions et prélever des échantillons. Faire une IRM, ça fait mal, c'est pénible? Alors, c'est un examen qui est complètement indolore, pas invasif, qui se fait actuellement avec des antennes de surface. Lorsqu'on a fait l'IRM et qu'on a une cible, une lésion qui nous inquiète, on fait une biopsie. Dr Frank Mayer, urologue, comment ça se passe? Merci. Effectivement, on fait une biopsie, c'est un prélèvement de tissu dans la prostate. Nous utilisons un système qui permet soit de prendre des biopsies randomisées et surtout sur la base de l'IRM, des biopsies ciblées sur une lésion suspecte. Pour ceci, on travaille avec ce système Artemis qui permet, à l'aide de différents logiciels, d'utiliser les images de l'IRM où le radiologue a marqué les zones suspectes. Et via le logiciel, ceci est projeté sur un appareil d'échographie qu'on peut utiliser en salle d'opération pour faire ceci. C'est un exemple de l'appareil qu'on utilise. C'est une sorte de robot qui permet aussi d'immobiliser le système de ponction et d'obtenir donc une très bonne précision. Le tout, ça se fait en salle d'opération avec une anesthésie générale normalement pour le confort du patient. Ça dure entre 20 et 40 minutes. Et puis, l'avantage de ce logiciel, c'est aussi l'éventuelle reproductibilité des prélèvements. Une fois qu'on a effectué soit des biopsies ciblées sur les lésions indiquées par le radiologue, soit les biopsies randomisées qui font plutôt la détection dans les tissus normaux, on obtient un rapport qui nous montre exactement où on a effectué les biopsies. Et ceci peut aussi servir éventuellement à reproduire une biopsie dans un deuxième temps si nécessaire. L'indication de principe pour la biopsie, c'est une élévation du PSA, des images IRM qui sont suspectes ou bien un toucher rectal, donc l'examen clinique qui est suspect.
Franck, si j'ai bien compris, avant, on faisait des biopsies un peu au hasard et aujourd'hui, on arrive à mieux cibler, c'est ça? Oui, c'est ça les biopsies au hasard, je ne voulais pas utiliser ce terme, c'est ce qu'on appelle les biopsies randomisées qui détectent effectivement, qui font, selon un certain schéma, une cartographie du tissu prostatique. Une fois qu'on a posé un diagnostic de cancer de la prostate grâce à l'IRM et grâce à la biopsie, on se pose toujours la question de savoir si la maladie est localisée, si elle est juste unique ou s'il y a d'autres lésions ailleurs. Et on réalise ce qu'on appelle un bilan d'extension de ce cancer. Dr Charles Steiner, médecin nucléariste, tu veux nous raconter comment on fait le bilan d'extension aujourd'hui? Oui, merci Laurent. Donc récemment, un nouvel examen d'imagerie moléculaire PET-CT au fluor 18 PSMA est disponible. Celui-ci permet donc de visualiser avec fiabilité l'extension locale ou à distance du cancer de la prostate, que ce soit au moment du diagnostic, pour les cancers jugés à haut risque ou à risque intermédiaire, lorsque le cancer est encore confiné à l'intérieur de la prostate, ou au moment de la récidive, après le traitement chirurgical ou radiothérapie, que ce soit avec ou sans hormonothérapie, pour des très faibles élévations du taux de PSA. Cet examen d'imagerie donc moléculaire utilise une molécule qui est marquée avec un isotope radioactif, diagnostique, qui est dans ce cas-là le fluor 18, qui va se lier à un antigène cible, qui est la protéine PSMA, laquelle est surexprimée à la surface de la cellule tumorale prostatique. Donc PSMA pour Prostatic Specific Membrane Antigen. Il ne faut pas confondre le PSMA avec le PSA, qui lui est un antigène spécifique de la prostate, mais circulant dans le sang à un taux infime qu'on utilise pour détecter le cancer de la prostate. Et dernièrement, des publications médicales ont démontré également la fiabilité et la faisabilité de biopsies ciblées de la prostate par PET-CT ou PSMA. C'est un examen qui est long. Alors, c'est un examen qui peut durer jusqu'à 1 heure en fonction de si on fait le PET scan plus le scanner avec injection de produit de contraste. Donc, c'est souvent un examen d'imagerie hybride couplant et la portion moléculaire de l'imagerie et la portion diagnostique radiologique dans un seul et même examen, ce qui est assez confortable pour le patient parce qu'il n'a qu'une seule séance et un seul rendez-vous. On a désormais posé un diagnostic, on a la certitude qu'un patient souffre d'un cancer de la prostate. L'étape suivante, c'est de déterminer ce qu'on va faire pour ce patient, comment on va le prendre en charge. Et de manière assez intéressante, pour un certain nombre de nos patients, on peut finalement se contenter de faire ce qu'on appelle une surveillance active. Lorsqu'on est face à un cancer qui est peu agressif, dont la taille est petite, on peut parfois même pendant plusieurs années faire une surveillance sans réaliser de traitement à proprement parler. Et puis dans d'autres cas, on doit intervenir, traiter le patient. Et je passe la parole au Dr Franz Schmidlin, urologue, qui va nous parler de la prise en charge chirurgicale du cancer de la prostate. Donc évidemment, nous pouvons faire une surveillance active dans pas mal de cas, mais si nous sommes face à un cancer important, de volume important, avec une certaine agressivité, nous devons agir et nous avons différentes options. Sur le plan chirurgical, c'est tout d'abord l'ablation de la prostate. Depuis 15 ans, nous avons la chirurgie robotique qui a révolutionné la prise en charge des tumeurs de la prostate. C'est une technique chirurgicale où on opère par les petits orifices à travers le corps. Donc, on n'a plus besoin d'ouvrir le corps. C'est une chirurgie mini-invasive et très précis, avec de très bons résultats oncologiques. Il est clair que c'est quand même une intervention qui peut avoir des impacts sur la qualité de vie, en termes de continence et en termes de fonction sexuelle. Et mon collègue, le Dr Tran, va parler après de la qualité de vie. Mais ça reste quand même actuellement le gold standard pour les patients en bonne santé avec un cancer localisé d'une certaine agressivité. Depuis un certain temps, on a toujours essayé d'être moins invasif dans la prise en charge pour avoir moins d'effets secondaires. Et depuis quelques années, a émergé la technique in situ. Ça veut dire on traite le cancer in situ, on n'enlève pas la prostate, soit qu'on utilise la chaleur sur le traitement focal, soit on utilise la chaleur, soit on utilise le froid pour détruire le cancer. C'est une technique qui est utilisée pour un certain nombre de patients avec des très bons résultats, mais surtout quand nous sommes face à une tumeur unilocale dans une prostate, comme vous pouvez voir sur notre exemple, où on a une lésion antérieure au niveau de la prostate qui est très bien délimitée. Et avec la cryothérapie que nous utilisons ici, nous pouvons refroidir
toute sa zone et détruire la tumeur avec des excellents résultats sur le plan oncologique, mais surtout sur le plan des morbidités. Ça veut dire, en termes d'incontinence, nous n'avons pas d'incontinence et nous pouvons assez bien préserver aussi la fonction érectile. Donc ça, c'est une des nouvelles techniques qui rentre dans le champ de nos discussions. Merci beaucoup. Dans certains cas aussi, on décide pour toutes sortes de raisons de ne pas opérer les patients, mais de les traiter de manière conservatrice, comme on dit. Et on utilise de la radiothérapie. Docteur Nicolas Péguret, radio-oncologue, tu nous racontes un peu comment ça se passe? Donc, effectivement, la radiothérapie est une modalité de traitement des cancers. C'est une modalité non invasive. Nous sommes très liés, je dirais, à l'informatique. Votre informatique a été révolutionnée sur les 30 dernières années, la radiothérapie aussi. Et donc, une radiothérapie peut venir à différents moments. Soit donc le patient a une prostate qui est dite toujours en place, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, elle se fractionne en général entre 20 et 35 séances selon les modalités, selon le cas. On y associe parfois de l'hormonothérapie. L'irradiation se font donc effectivement en semaine, du lundi au vendredi. Elles durent quelques minutes. Ce sont des séances d'environ une quinzaine de minutes. Le patient ne sent rien, ne voit rien. La dose est guidée par nos outils. On travaille avec des précisions de l'ordre de quelques millimètres, de manière à épargner au mieux les organes sains autour. C'est la vie donc d'un traitement de cancer de la prostate. Alors, je voulais aussi dire que la radiothérapie intervenait par la suite, après une chirurgie, après une radiothérapie. On peut parfois avoir des patients qui ont malheureusement une récidive. Et la radiothérapie intervient aussi là pour repousser, avec le jeu de repousser des traitements invasifs ou des traitements, je dirais, avec des conséquences un peu plus importantes pour le patient. Donc, on peut faire une radiothérapie de la loge prostatique. Donc, j'avais un cas, par exemple, ici présenté, d'un patient de 75 ans qui avait été opéré en 2009. Donc, un PSA autour de 8, un glisone 4+5. Grâce à cette opération obtenue, 17 années de contrôle, ce qui n'est pas rien, bien sûr. Et puis, malheureusement, au bout de 17 années, nous avons observé une réascension légère du PSA. Il a bénéficié alors d'une première séance de radiothérapie. Donc, vous voyez ici la dose représentée, l'endroit où il y avait par le passé la prostate. Le PSA est redescendu. Nous avons obtenu, dans ce cas-là, un cas vécu dans notre centre, qui est ouvert depuis une dizaine d'années, maintenant pour la radiothérapie. Donc, un contrôle à nouveau de 1 an et demi. Par la suite, ce même patient a observé, donc un an et demi après, à nouveau une réascension du PSA, une nouvelle rechute autour de 2. À nouveau, l'imagerie, c'est là que nous sommes en interface avec nos collègues du centre, l'équipe de médecine nucléaire du Dr Steiner, donc où on a retrouvé un ganglion isolé juste proche de la hanche, donc à gauche, que vous voyez ici représenté par le PET. Ceci nous a permis de guider nos images et de la traiter. Vous voyez la dose qui vient de s'apposer juste sur ce ganglion sans irradier le reste. Et le résultat a été obtenu. De même, le PSA est redescendu. Nous avons obtenu à nouveau 1 an et demi de contrôle de la maladie. Voilà. Enfin, encore fin 2018, pour ce même patient vécu, je raconte une histoire vraie, le PSA est à nouveau remonté, mais cette fois-ci avec un ganglion de l'autre côté du bassin, sur l'autre hanche. Selon la même pratique, nous avons également proposé, c'est des traitements spécifiques, ce sont des radiothérapies stéréotaxiques très ciblées, de quelques millimètres. On voit la dose sur 1 centimètre à peu près là, la même dose. Nous n'avons pas changé une équipe qui marche et obtenu à nouveau 1 an et demi de contrôle. Tout ceci, finalement, a repoussé finalement l'initiation d'une hormonothérapie que l'on essaie de repousser dans notre stratégie actuelle jusqu'en juin 2020, soit donc 4 ans de gains avant d'initier des traitements différents et plus systémiques. Merci beaucoup, Nicolas. On est impressionné par la précision des traitements qu'on peut faire maintenant. Comme tu le suggérais, malheureusement, parfois, la maladie échappe au contrôle local et on a besoin d'utiliser des médicaments qui agissent de manière plus générale dans l'organisme. Docteur Samuel Blazer, tu es aussi oncologue et tu nous parles un peu de l'hormonothérapie.
Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les cellules tumorales du cancer de la prostate ont besoin d'une hormone, la testostérone, pour proliférer, un peu comme un engrais. Et puis cette hormone, elle est produite par les testicules. Et le principe de l'hormonothérapie, qui est en fait un traitement anti-hormonal, c'est d'aller bloquer la production de testostérone par les testicules, ce qui fait que dans le corps, il n'y a plus de testostérone circulante, et les cellules tumorales, où qu'elles soient, que ce soit dans des ganglions autour de la prostate ou sous forme de métastases plus loin dans le corps, ces cellules tumorales, elles vont gentiment se détruire et disparaître, ou en tout cas se réduire de manière importante. C'est un traitement extrêmement efficace, relativement bien toléré. Donc ces hormonothérapies se donnent sous forme d'injection, donc c'est une piqûre sous-cutanée qu'on reçoit en général tous les 3 mois, et puis qu'on peut faire pour une durée limitée, de 6 mois ou de 18 mois, en ajout de la radiothérapie, quand on a un cancer localisé ou localement avancé, mais à risque important de rechute. On rajoute cette hormonothérapie sous forme d'injection sous-cutanée à la radiothérapie. Et dans d'autres cas, quand malheureusement le cancer de la prostate est allé plus loin, et dans les os ou dans les ganglions ou ailleurs, dans ces cas-là, on fait une hormonothérapie à vie avec ces injections tous les 3 mois. Dans certaines situations à très haut risque, ou sauf quand il y a des métastases, on rajoute maintenant des nouvelles hormonothérapies pour renforcer l'effet des injections, qui sont en fait des comprimés à prendre tous les jours, qui agissent au niveau des cellules tumorales pour encore davantage stopper la prolifération des cellules tumorales. Et en faisant la conjonction entre ces injections et ces comprimés, on a des contrôles. La maladie cancéreuse reste sous contrôle pendant souvent plusieurs années. Quelle est la qualité de vie des patients qui reçoivent ces traitements ? La qualité de vie est relativement bonne. Alors effectivement, il y a des effets secondaires qui peuvent être des bouffées de chaleur, des douleurs articulaires ou des problèmes aussi de libido, des troubles sexuels. Mais dans l'ensemble, on arrive à gérer, disons, et à rendre supportables ces traitements. Merci beaucoup, Samuel. Justement, on est intéressé par la qualité de vie, par les effets secondaires à long terme de nos traitements. Je passe la parole au docteur Sao Tran, urologue lui aussi, qui nous parle un peu de cette qualité de vie à long terme. Merci Laurent. Donc oui, comme on vient de le voir, on comprend de mieux en mieux cette maladie. On a des avancées techniques qui nous permettent d'avoir vraiment une prise en charge personnelle pour le patient au niveau du traitement. Mais qu'en est-il des conséquences? Qu'en est-il de la qualité de vie? Parce que ça, c'est quelque chose quand même de très important. Et malheureusement, il y a très peu d'études qui vraiment s'attardent dessus. Alors là, j'aimerais vous montrer, c'est quelque chose qui a été publié tout récemment, qui date de 2020. C'est une grosse étude qui s'appelle EPROMS. Alors, elle est très intéressante par déjà son volume, puisqu'elle a relie à peu près 3000 personnes dans 24 pays européens différents. Et puis aussi très intéressante par son point de vue transversal, c'est-à-dire qu'on a essayé de voir aussi bien donc, les différentes prises en charge, ça allait depuis la surveillance active, les différents types de prises en charge chirurgicale, radiothérapie et chimiothérapie, etc. Et de comparer tout ça. Alors, qu'est-ce que ça a pu mettre en évidence ? Déjà, c'est que tout traitement, même si on ne fait que de surveiller, a un impact sur la fonction sexuelle. Et on voit que cet impact est plus important au niveau de la chirurgie, bien qu'on ait fait des progrès, bien sûr, au niveau chirurgical. On voit aussi très bien que la chirurgie affecte le plus au niveau de la continence urinaire, dans ce qu'on voit ici sur le schéma. Bien sûr, il n'y a pas que l'incontinence et la fonction sexuelle, ce sont bien sûr des choses importantes, mais il y a aussi d'autres paramètres qui sont très importants au niveau de la qualité de vie, la gêne, la fatigue, l'insomnie, la santé mentale. Donc, qu'est-ce qu'on voit au niveau de la fatigue, les insomnies, etc., sont plus importantes chez les gens qui ont subi une radiothérapie ou une chimiothérapie, et que la chimiothérapie est liée à de moins bons résultats en termes de qualité de vie dans de nombreux domaines. Alors, qu'est-ce que ça nous amène tout ça comme conclusion? C'est-à-dire que
eh ben, on voit que la surveillance active, dans le diagnostic précoce de la tumeur, plus on va diagnostiquer précocement, plus on va peut-être pouvoir s'orienter là et améliorer la qualité de vie. Donc, je crois qu'on est en plus dans cette mouvance de détection précoce avec le mois de novembre, le fameux Movember. Donc, je pense que ça, c'est important. Je crois que les gens commencent à comprendre ça. Ce qui est aussi très important, c'est que, comme vous avez vu, pour avoir tout ce panel de traitements et de pouvoir donner le meilleur, en tout cas au niveau de la qualité de vie, il faut que ce soit dans un centre d'oncologie et qui puisse être multidisciplinaire. Samuel Blazer et moi, on n'a pas du tout parlé de chimiothérapie, ce qui peut paraître étrange quand on parle de cancer. Finalement, la chimiothérapie, on l'utilise quasiment pas, ou en tout cas très peu, dans les phases précoces du cancer de la prostate. Et ce sont des traitements qu'on garde en principe pour des situations plus avancées où la maladie est métastatique. C'est la raison pour laquelle on prescrit assez peu de chimiothérapie dans cette maladie. Merci beaucoup, Sao. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous souhaitiez encore dire? Je crois que c'est très important de marquer l'esprit de convivialité et d'échange. Et je crois que c'est, comme le disait Sao, très important aussi que tous les cas soient revus par différents spécialistes et différents angles de vue dans le seul bénéfice d'obtenir le meilleur pour nos patients. Alors, merci beaucoup à tout le monde pour cette réunion. Merci.